générique, vous le connaissez, c'est bien sûr Fenech Security Talk. Bienvenue pour ce nouvel opus avec Georges Fenech, présent bien évidemment. Bienvenue Georges. Bonjour mon cher Jérôme. Alors on reçoit Georges Fenech, l'ancien magistrat, l'ancien député, l'auteur, l'intervenant dans les médias, y compris ici à News Sécurité. Mais c'est notre invité, elle est là. Mais Georges, oui. Oui. Il a décidé, il m'a dit, on va faire venir quelqu'un, on va faire venir une femme. Une femme qui a écrit ce livre. La justice, la colère qui monte. C'est Béatrice Brugère, bienvenue. Merci de votre invitation. Alors, je dis, Georges, parce que quand on discute sur les missions, les personnalités, il me dit, il y a quelque chose. Ce livre, il a quelque chose. Et Georges, en le travaillant, me disait, dedans, on peut y trouver les raisons de la colère, les propositions pour en sortir. Parce que c'est un livre, encore une fois, dessus c'est marqué d'ailleurs, plaidoyer pour une refondation. C'est ça, en fait. Il y a dedans des raisons d'y croire, même si, Georges, vous y allez fort quand même, dès le début. Vous dites, si la justice était un édifice, il serait en ruine. Et qui a reçu 2 prix. Qui a reçu 2 prix, effectivement. Le prix du livre politique Edgar Faure et le prix du barreau de Paris. Oui, mais j'en suis très, très heureuse parce que c'est très rare que les avocats récompensent un magistrat et je trouve que c'est de bon augure sur les relations qui doivent être excellentes et qui ne le sont pas toujours malheureusement entre magistrats et avocats. Et le prix du regard Edgar Faure, il est intéressant ce prix parce que c'est le prix du public. Et je trouve que c'est bien d'être récompensé par le public et pas entre nous. Voilà. Très bien. Il faut rappeler un petit peu le parcours de Béatrice Brugère. Je suis très, très heureux de la retrouver dans notre émission. Qui a eu 25 ans de magistrature, à peu près. À peu près. Presque. Oui. Voilà, notamment aussi un peu d'antiterrorisme, de passage vice-procureur au tribunal de Paris, n'est-ce pas? Et puis, vous avez également des responsabilités importantes en matière syndicale, puisque vous êtes secrétaire général du syndicat Unité FO Justice, qui, grâce à vous, fait entendre une voix différente des autres syndicats. Et également, vous avez suivi plusieurs cursus de l'IHEDN, notamment, qui est dans votre fibre, tout ce qui concerne la sécurité, en réalité. Et ici, nous sommes un peu dans le temple de la sécurité, avec cette idée de continuum de sécurité entre le public et le privé. On le rappelle très souvent, il faut faire, comme la loi l'a dit d'ailleurs, une sécurité globale. Voilà. Mais nous allons donc parler du livre de Béatrice. Pourquoi cette colère qui monte? Oui, alors pourquoi cette colère qui monte? Et Georges me disait, est-ce que dedans on y trouve des éléments de réponse avant que Béatrice puisse, parce que là maintenant vous allez pouvoir échanger ensemble. Je sais qu'il a des questions à vous poser, mais il y a des choses quand même. Allez, je dis cette phrase qui était un petit peu provocatrice, celle que vous avez eue, en disant si la justice était un édifice, il serait en ruine. Mais il y a les raisons d'y croire. D'abord, les raisons de la colère. Pourquoi? Les raisons de la colère, on va en parler, donc, chère Béatrice. On est obligé de serrer les questions, compte tenu du temps, parce que le livre, il faut le lire, il est vraiment passionnant. Oui. Notamment l'architecture judiciaire, la légitimité de juger, l'avenir de la justice avec toute l'évolution technologique, scientifique qui nous guette. Enfin, il y a des sujets très forts, le rôle des cours suprêmes, tout ça est très intéressant. Mais ce qui intéresse aujourd'hui, et je dirais à court terme, c'est la menace existentielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire la menace par rapport à la délinquance, par rapport à la criminalité. Est-ce que, d'après vous, nous pouvons faire mieux en matière de réponse pénale? Alors, je ne sais pas si nous pouvons faire mieux, mais nous devons faire mieux, ça c'est une certitude. Et vous avez commencé, et je vous remercie, par parler des raisons de la colère. Simplement un petit mot. Je suis assez touchée parce que depuis que j'ai écrit ce livre, je reçois, alors pas parce que je suis connue, mais je reçois énormément de courriers en fait, de citoyens qui m'écrivent directement. Alors, j'ai pas le temps d'y répondre et je peux pas d'ailleurs y répondre, mais c'est assez intéressant parce que ce livre, c'est aussi un livre pour eux. C'est pas un livre pour nous, les magistrats, pour nous, les juristes, parce que je pars du principe que la justice ne nous appartient pas.
nous les spécialistes, nous les techniciens, mais que nous sommes juste en mission. C'est vraiment ce sens de la mission et de l'engagement qui m'intéressait. Et j'étais très troublée par la distorsion, puisque je fais pas mal de médias, entre ce corps qui finalement travaille beaucoup, est en mission pour beaucoup, c'est un métier d'engagement, et le résultat, et je réponds à votre question, et les résultats qui n'est pas du tout ressenti comme positif, puisque tous les sondages disent qu'on n'a plus confiance, que la sécurité, l'insécurité plutôt augmente, que la justice est injuste, que les juges sont politisés, etc. etc. Politisés, c'est-à-dire impartial? Impartiaux, oui, tout à fait. En fait, les critiques sont récurrentes, elles sont fortes et elles montent. Et alors, je ne dis pas ça pour faire un clin d'œil au titre, mais cette colère, je me suis dit, il ne faut pas l'ignorer pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle existe et qu'on n'a pas le droit d'être autiste. Et deuxièmement, parce que la colère, si on ne l'écoute pas, elle précède la révolte. Et donc, ça m'intéressait justement de m'arrêter, de prendre ce temps, parce qu'écrire, c'est prendre du temps de réflexion. Et le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans notre société qui va très vite. De prendre ce temps, d'abord, pour comprendre pourquoi la justice était effondrée, et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est les états généraux de la justice qui pour une fois le documentent. Mais pas pour pleurer, pas pour se lamenter, pas pour dire voyez, on n'y arrive pas, c'est trop dur, c'est une question de moyens. Non, pour comprendre pourquoi finalement la justice aujourd'hui, et c'est très singulier à la France, a cette mauvaise place et n'a pas sa place, et pourquoi finalement, alors qu'on lui injecte un peu plus d'argent, alors qu'on lui injecte un peu plus de moyens, pas assez bien sûr, et bien finalement la chute continue. C'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire qu'on ne stabilise pas le problème, voire il continue. Et donc ça, je voulais comprendre pourquoi les raisons finalement de cet affaiblissement, les raisons de la colère qui ne sont pas que celles des citoyens. J'étais aussi assez marquée par celles des partenaires qui travaillent avec nous. Avocats, greffiers, policiers, alors un peu moins gendarmes parce qu'ils n'ont pas tellement l'expression possible, la pénitentiaire aussi. Et finalement, la justice, c'est tout un ensemble, c'est tout un... Voilà. Et donc, pourquoi nous, au milieu, là, non seulement on ne répond pas à la demande, aux attentes, et pourquoi en plus, on est de plus en plus en porte-à-faux avec nos partenaires. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. Mais de manière grave, quelquefois. Hein. Tout à fait. Et je trouvais que... Souvenez-vous de ce cri de la police. Et donc, le problème de la police, c'est la justice. C'est ça. Et on a un désamour, une crise de confiance institutionnelle. Donc l'idée, c'était d'ouvrir les yeux, de regarder les choses comme elles étaient, sans préjugés. Ça, c'est important. Ma méthodologie ne partait avec aucun a priori, un peu comme une enquête, finalement, puisque c'est aussi mon ADN d'être magistrat. Et après, et ça, c'est... Pardon, c'est tout l'objet de ce livre, c'est de ne pas s'arrêter au milieu du gué, mais de se dire qu'on est à la croisée des chemins. Et pour être à la croisée des chemins, il fallait faire cet effort de vérité, mais cet effort aussi d'imagination, qui me semble très important, pour faire des propositions. Et ces propositions, et je m'arrête vraiment là cette fois-ci, ce n'est pas un programme. Parce qu'on en meurt des programmes politiques. Ce n'est pas une alternance, une fois c'est droite, une fois c'est gauche, on défait, on refait. C'était une réflexion en profondeur, d'où le mot de refondation, pour pouvoir coller aux attentes des citoyens. Et je pense que c'est le cœur de la réflexion du contrat social et de sa pérennité et de l'action que nous, on a sur justement le fait qu'on puisse éviter le chaos, la guerre, le désordre. Donc c'est vraiment une vision globale de la sécurité, voilà. Non, mais et de la justice, évidemment. C'est une démarche assez singulière, parce que les magistrats, vous savez, Jérôme n'aime pas trop reconnaître un peu leur défaillance, finalement. Qui leur est pas forcément imputable personnellement, mais c'est le système. Voyez. Et donc la démarche, elle est courageuse, elle est lucide, elle est empreinte vraiment de vérité et de sincérité. Et une refondation, c'est ambitieux, hein, refonder la justice. Hein. Mais le citoyen lambda, lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir pourquoi
Il ne peut plus prendre le métro en toute sécurité. Une bousculade involontaire, il se prend un coup de couteau. Comment se fait-il que dans notre société aujourd'hui, on règle un problème de priorité en voiture par des coups de Kalachnikov sur les murs de la maison, de l'adversaire? Je parle parce que je cite 2 exemples tout à fait récents. Pourquoi Philippine est morte alors qu'un individu était déjà sous OQTF? Et tout ça, c'est la remise en cause des décisions aussi de justice, voyez-vous, ou de l'insuffisante réponse pénale. Cette réponse pénale, je reviens à ma première question, est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux aujourd'hui de la criminalité? Non, je pense qu'elle n'est pas à la hauteur, je vais dire pourquoi, mais il y avait 2 écueils à éviter sur cette question qui est récurrente dans le débat aujourd'hui médiatique. C'est assez nouveau d'ailleurs que ce sujet soit autant débattu. Le premier écueil que l'on voit, c'est de dire, et on a des sociologues toujours pour le dire, finalement, ça, c'est un sentiment, ça n'existe pas. Ce que vous venez de décrire, Georges Fenech, c'est les informations continues, c'est ces chaînes qui ont un effet d'optique sur des affaires qui laissent entendre qu'on serait pratiquement dans un pays de sauvages. Et donc, le premier écueil à éviter, c'est celui de dire finalement, il n'y a pas plus d'insécurité qu'avant. D'ailleurs, je l'entends encore aujourd'hui. Donc, la difficulté numéro 1, c'est déjà la méthodologie. Comment appréhender le réel? J'en parle beaucoup. Et là, il faut dire qu'on n'est pas aidé. Le ministère de la Justice ne nous aide pas, puisque les statistiques sont fausses parce qu'incomplètes, pas fausses parce qu'on veut les fausser. Je ne crois pas. On a quand même supprimé l'observatoire. Oui, on veut pas voir. On ne veut pas voir. Mmh. Donc déjà, on est un peu dans le brouillard pour répondre à votre question sur ce sujet absolument primordial. Ça, c'est le premier écueil, c'est de dire non, finalement, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est chiffre contre chiffre, sociologue contre sociologue, et prouvez-le, etc. Et en plus, politisation, si vous tenez ce discours, c'est que nécessairement vous êtes de droite, etc. Donc déjà, ça, c'est un premier obstacle quasi idéologique, puisque ne pas vouloir voir, c'est une forme d'idéologie et d'aveuglement. Le deuxième obstacle, c'est de dire, finalement, c'est complexe, vous ne comprenez pas, donc on fait le maximum. On est au maximum de ce que l'on peut. Et finalement, si on n'y arrive pas, c'est pour 2 raisons. 1, c'est parce qu'on n'a pas assez de moyens. 2, de toute façon, et on l'entend, cet argument, on ne peut pas éviter tous les crimes. La sécurité, certes, est un objectif, mais on ne pourra jamais arriver à 100% d'insécurité. Donc moi, ce que j'ai voulu, pour répondre à votre question, c'est d'abord, 1, d'aller voir les chiffres. Ça a été un travail très compliqué. Pourquoi? Parce que peu accessible ou peu accessible et peu compréhensible pour le citoyen lambda, parce qu'en fait, c'est plein de choses trappes. Donc, j'ai voulu démontrer, et c'est aussi la réponse à votre question, c'est pour ça que cette démonstration, il fallait la faire, que finalement, on travaillait beaucoup, mais qu'on produisait peu en termes de résultats. Et donc, ce que ne disait pas le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, tout à fait, puisqu'en qui fait, avait dit, mais il y a 92% de réponses pénales. Donc, oui, tout à fait. Parce que le premier, il n'y a rien à voir. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps, et tout est en paradoxe, et c'est pour ça que c'est très compliqué, c'est pour ça qu'il fallait se pencher un peu sur la question. C'est qu'en vrai, on a un taux de réponse pénale qui semble extrêmement important, pratiquement un taux absolu nord-coréen. Finalement, de quoi se plaint-on? Oui, nord-coréen, c'est bien ça. 90% de réponse pénale, franchement, il faut être plus réaliste que le roi pour en demander un peu plus. Oui. Mais en fait, donc c'est ce que je démontre dans le livre, je n'ai pas le temps de le démontrer, mais en fait, il y a un énorme chiffre noir d'abord, où il y a une victime sur 2 qui ne dépose pas plainte, qui est réelle. Ensuite, on a... peur? Non, parce que c'est comme ça, parce que... pas perdre mon temps, de toute façon, on ne le retrouvera pas, voilà, il ne sera pas condamné. Ensuite, vous avez en fait toute une chaîne pénale, ce que j'appelle qui marche à plein régime, mais en fait qui est inefficace. Tout le système, et ça c'est toute la problématique de l'organisation, mais pas que, de choix idéologiques, de choix politiques qui sont les suivants. Et ça c'est de la politique pénale. En fait,
on traite beaucoup, mais on poursuit très peu. Je m'explique. C'est-à-dire que dans la machine, il y a beaucoup d'infractions qui sont traitées par les parquets, parce que c'est les premiers destinataires, donc les magistrats du parquet qui suivent les enquêtes. On a pratiquement 4,5 millions d'enquêtes, mais ne sont envoyées pour jugement que 10 à 15% des affaires. Donc là, on arrive déjà sur une problématique. Et tout le reste, qu'est-ce qui devient ? Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on fait du reste ? Le tour de passe-passe, il est... D'abord, tout le reste, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une situation totalement ubuesque, puisqu'il n'y a pas que la justice, et le continuum est un concept très intéressant. Il y a aussi la police qui est à l'arrêt, si je puis m'exprimer ainsi, sans vilain jeu de mots. La police est arrêtée parce qu'eux-mêmes ont des stocks incroyables. D'ailleurs, la réforme de la police judiciaire, il faudra l'évaluer à un moment donné, mais il n'y a plus de vocation pour la police judiciaire, sans doute en partie aussi à cause de la complexité de la procédure pénale. Mais je referme tout de suite la parenthèse. Mais on a près de 3 millions de procédures en stock qui ne seront jamais traitées, sans doute. Des dossiers qui... Donc vous allez déposer plainte, ça va rester en stock. Donc en fait, on n'arrive plus à traiter, on traite une petite partie du flux, et comme on n'y arrive pas, on a ce qu'on appelle des produits dérivés, en tout cas des réponses dérivées, qui sont des classements sous condition, des alternatives aux poursuites, etc. Mais à la fin, n'arrive devant une juridiction que 10 à 15% des faits. Et quand on se compare au niveau européen, et ça, c'est un chiffre très intéressant que j'ai trouvé récemment, que je n'ai pas mis dans mon livre, sur une étude qui s'appelle la CEPEJ. Donc, c'est une étude de tous les pays européens. Nous avons un effondrement du taux d'élucidation, puisqu'on est à 78% de non-élucidation d'auteurs identifiés, alors que la moyenne est dans les 30-58%. Donc là, il y a un vrai sujet qu'il faudra bien comprendre. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, on ne fait pas les enquêtes ? Je ne sais pas. Et on juge très peu. On juge beaucoup moins que les autres pays européens. Donc, la machine, elle travaille. On ne peut pas dire qu'elle ne travaille pas. Elle donne ce taux de réponse, mais dans la réponse, il y a les alternatives, les classements, etc. etc. Mais la vraie réponse, c'est-à-dire celle que les citoyens voient ou comprennent, parce que c'est aussi une question de visibilité, c'est quand vous avez accès à votre juge et quand il y a un jugement. La condamnation. Et là, on est à 10 à 15%. Et sur ces 10 à 15%, et c'est là où on va aller jusqu'au bout, vous avez un taux d'alternative à l'incarcération, parce que c'est un sujet aussi qui est important, c'est l'exécution des peines sur lequel on est mis en difficulté, qui est quasiment aussi de 76%. Donc, 76% des 15%. 76% qui sont en alternative à l'incarcération. Et le deuxième paradoxe qui est extrêmement important et que l'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, on n'incarcère pas plus que dans les années 80. On a même une chute de la réponse et des incarcérations, mais les prisons débordent. Alors, moins on incarcère, plus les prisons débordent. Les peines sont plus longues. Parce qu'en effet, comme on incarcère peu, trop tard, trop long, le taux de durée d'incarcération a doublé. Et donc, pour 35 000 détenus dans les années 80, il nous faut 76 000 places. Peut-être à ce stade, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a supprimé les courtes peines d'emprisonnement. Alors, ça, c'est la question de la politique pénale. Parce qu'elle participe à la réponse pénale. C'est-à-dire que vous avez les moyens, donc c'est ce que je suis en train de décrire, mais vous avez aussi des choix de politique pénale. Et les choix de politique pénale, c'est on incarcère le plus tard possible, c'est-à-dire très très peu, donc on a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti la semaine dernière, que je n'ai pas non plus cité du coup dans mon livre, qui démontre, et c'est de l'idéologie, que les TIG, travail d'intérêt général, vus comme la solution magique, alternative, n'ont quasiment aucun impact en termes de récidive. Les bracelets électroniques pour justement faire la prison à la maison, exactement la même chose. Et donc, mais on a fait des choix politiques de dire ce sont des vraies sanctions qui vont lutter contre la récidive parce que en France, la prison est connotée comme quelque chose de négatif. Et ça, c'est de l'idéologie. Donc, tout est résumé, là. En fait, la dernière loi d'exécution des peines consacre ce que je viens de dire, à savoir interdiction de prononcer des courtes peines. Jusqu'à 1 an, c'est quasiment un aménagement obligatoire. Ab initio. Jusqu'à 1 an,
ça correspond à 80% pratiquement des peines prononcées. Donc on voit que, on traite la marge et que sur la marge, on exécute de manière, j'allais dire, pas idéologique, mais en tout cas avec des choix politiques, de politique pénale, qui aujourd'hui n'ont pas démontré leur efficacité. Pourquoi ? Parce que, quoi qu'on en pense, l'insécurité augmente. Les faits sont de plus en plus jeunes, enfin les délinquants sont de plus en plus jeunes. Les faits sont de plus en plus violents puisqu'on a de plus en plus d'atteintes à l'intégrité avec armes, couteaux, on a beaucoup de viols, etc. Ce qui fait que ces 20 ans de politique pénale qu'on n'évalue pas, avec des choix que je viens d'expliciter, en fait, ne sont pas positifs. Ça, c'est le constat. Et vous avez fait une proposition, c'est de rétablir ce que vous appelez les ultra courtes peines, qui peuvent être très dissuasives. Et je crois savoir qu'il y a une proposition de loi qui va reprendre cette suggestion que vous faites. Oui, j'en suis très contente. Ce que nous, on a fait, c'est qu'on a travaillé en transversalité avec les directeurs de prison pour comprendre. C'est-à-dire, mon syndicat travaille en transversalité et pas en silo, pour comprendre et pour aller voir ailleurs ce qui se passait en se disant, et si on se trompait ? Et si on continuait d'utiliser des biais, des méthodes, des idéologies qui sont fausses, puisque les résultats ne sont pas là, puisque moins on incarcère, plus les prisons débordent, parce que la récidive augmente, parce que la délinquance est de plus en plus jeune. Et on est allé voir, par exemple, ce que font toutes les démocraties libérales du Nord, Scandinavie, Pays-Bas, Luxembourg. Alors, c'est petit Luxembourg, vous allez me dire, mais l'Allemagne, etc. Et eux ont fait d'autres choix de politique pénale. Comme quoi la politique pénale, c'est important. Bien sûr. Et qu'on peut juger de manière différente. Et eux ont fait l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'incarcérer très tard, au bout de 10 condamnations, et du coup trop long, et après c'est trop tard pour réinsérer, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi le côté de réinsertion. Il y a trop d'ancrage dans la délinquance, donc c'est trop tard. Eux, ils ont fait un choix qui est celui de Beccaria. Et pourtant, Beccaria, c'est notre grande philosophe des Icare. Cesare Beccaria. Eh bien, qu'est-ce qu'il disait, Beccaria ? Il disait, il faut que la peine, elle soit rapide, proportionnée, donc très courte, mais certaine. Nous, et Beccaria disait très précisément, longue. ce n'est pas le quantum de la peine qui retient le bras du criminel, c'est la certitude qu'il effectuera la peine. Mais il disait aussi qu'elle était proportionnée et qu'elle devait être rapide. Et les ultra-courtes peines, qui ne sont pas une solution magique, mais qui sont intéressantes, puisqu'en fait, ces pays-là incarcèrent 2 fois plus, leurs prisons sont 2 fois plus vides, et c'est très court, donc il n'y a pas l'argument la prison, c'est criminogène, ça désocialise, etc. Il est ressorti rapide. Nous semble une piste parmi d'autres, parce qu'il n'y a pas de solution unique, bien sûr, intéressante pour réfléchir et évaluer de nouveaux outils de politique pénale et donc de réponse à l'insécurité et de sanctions intelligentes. Très bien. Mais là, il y a une proposition intelligente. Oui. Ouais. Et alors, juste parce que le temps défile, hein, on est en maître des horloges, mais ce qu'on comprend d'abord, premièrement, encore une fois, je vous réinvite à aller pouvoir vous procurer ce livre d'abord très bien documenté, très bien écrit, mais surtout qui aborde des sujets qui parfois sont difficiles à entendre et à comprendre. Ce que j'ai retenu là, un petit peu dans vos échanges, c'est qu'à un moment donné, en fait, et c'est vrai, on a le sentiment de dire, quand on est victime, que, de toute manière, mon agresseur ne fera pas sa peine, pour les raisons que vous avez évoquées. Et effectivement, alors, est-ce que on pourrait quand même estimer, Georges, avec vous, Béatrice, mais que le citoyen garde confiance quand même en sa justice. C'est ça, c'est tout le. Ah mais moi je suis pleine d'espérance si on accepte d'être lucide et si on est un peu imaginatif et que je dis pas disruptif parce que le mot n'est pas de disruptif, mais si on fait un peu de méthodologie, qu'on met de côté les biais militants, qu'on met de côté les idéologies qui nous aveuglent, etc. Et ça. C'est intéressant parce que vous voyez, par exemple, on a un nouveau garde des Sceaux aujourd'hui qui vient d'arriver. Il fait, l'air de rien, des pas de géant. C'est un pragmatique. Exactement. Il arrive, il dit, je fais, par exemple,
un exemple très intéressant. Nous, ça fait des années qu'on dit qu'il faut absolument faire des quartiers de haute sécurité. Oui. Parce que les prisons, si vous continuez votre trafic en prison, en réalité, à quoi bon se mettre en prison? Et en plus, vous contaminez les autres et vous faites du caïda, la loi du plus fort, etc. Donc, tout le monde est là en disant les prisons, c'est horrible, d'accord. Mais lui, on lui a proposé, par exemple, de faire des établissements de haute sécurité. C'est ce que fait l'Italie depuis 1992. Pour les mafias, entre autres. Donc, si je devais te dire un mot, nous sommes en retard. Nous sommes en retard à l'audience, nous sommes en retard sur les idées, nous sommes en retard sur l'efficacité, nous sommes en retard sur la prise de conscience. Et là, tout d'un coup, il est arrivé, il a dit mais ça m'intéresse, il a écouté ceux qui en parlaient, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Rome, il a vu ce qui se faisait en Italie, il est revenu, il a dit je fais. Voilà, donc... Y compris le parquet national anti-criminalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez la convergence d'un homme politique qui dit « je veux agir » et pas simplement légiférer, communiquer, que vous avez une forme de pragmatisme, d'intelligence collective, de volonté de performance, et je lis votre tableau d'innovation responsable et d'éthique, eh bien, vous commencez à créer une possibilité de sortir du marasme dans lequel on est. Mais encore une fois, je ne veux pas être négative, parce qu'on a aussi des beaux succès. Vous voyez, le narcotrafic, quand on fait de la coopération internationale, on a des policiers formidables, des magistrats hyper spécialisés et des réussites. Oui, et ce qui est intéressant dans ce discours, c'est qu'on ne se contente pas, comme on l'entend trop souvent dans les syndicats, plus de moyens, plus de moyens. Vous voyez, la réflexion, elle est plus de moyens, mais pourquoi faire? Comment faire mieux? Et pas toujours plus, comment faire mieux? C'est ça, cette réflexion qui est intéressante. Et d'ailleurs, pour un peu arriver à la conclusion, mais ce que je comprends, c'est que dans votre réflexion, puisque vous l'avez dit au début, vous avez dit, moi, ce que j'ai voulu, c'est mener une réflexion, prendre le temps. Moi, je dis souvent que le temps et la réflexion sont des alliés, pas des ennemis. Dans un monde où on est dans l'immédiateté, l'instantanéité permanente. Bon, vous avez pris ce temps pour refondre, pour essayer de comprendre. Mais il n'y a pas la nécessité, comme ça arrive souvent, et Georges, c'était un peu votre propos, de dire « il faut plus ». C'est qu'est-ce que d'abord on a et comment on l'optimise. On a une faiblesse, et je terminerai peut-être là-dessus parce qu'on a peu de temps, c'est qu'on n'a pas investi, et aucune entreprise ne ferait ça, la gouvernance. On n'a pas investi la RH, on n'a pas investi une réflexion d'organisation du travail qui pourtant a un impact direct sur les résultats. Donc je pense qu'il y a un double travail, un travail intérieur de réforme, de refondation. Et il y a un travail aussi de mise à niveau, puisqu'on est très en retard. Par exemple, on ne fait pas de criminologie. On ne fait pas, on fait pas d'IA, on est très en retard partout. Donc, en fait, il faut que l'écosystème interne et l'écosystème externe soient aujourd'hui en fait, tournés vers l'excellence et la performance, et non pas sur le lamento en disant « circuler, on est les meilleurs, on fait ce qu'on peut ». En fait, il faut sortir d'une époque et rentrer dans le XXIe siècle. On n'y est pas encore. Mais avec Béatrice Brugère, je pense qu'on va y rentrer rapidement. Alors, nous, on est rentré malheureusement à la fin de cette émission. Georges, avant, parce que ce sera Béatrice Brugère qui aura le mot de la fin, mais Georges, parce que ça s'appelle Fenech Security Talk, si vous deviez comme ça un petit peu résumer ce livre que vous avez lu, cet échange que vous venez d'avoir. C'est un livre qui est porteur d'espoir. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ça, en fait. Hein, on est tous en attente. Nous-mêmes, magistrats, on est aussi des citoyens. On est en attente. On a tous à faire la justice, à un moment ou à l'autre, qu'elle soit pénale, civile. Et donc, on est en attente, enfin, d'une prise de conscience du politique. C'est ce qu'elle appelle aussi. Tout passe par là. Hein. Vous avez parlé de politique pénale. Qu'est-ce qu'on veut? Il faut le traduire en termes législatifs. Pas pour faire des alternances, comme vous avez dit, mais pour avoir un horizon qui soit pragmatique et qu'il y ait un consensus autour d'institutions judiciaires qui doit être au-delà des clivages, on est bien d'accord. C'est en cela, je crois, que ce livre représente vraiment un intérêt. Merci, Béatrice. Merci. C'est vous qui allez conclure, Béatrice. Justice, colère, la colère qui monte. C'est aux éditions L'Observatoire. Votre mot de la fin, j'allais dire, pour celles et ceux qui nous regardent,
dans ce livre. Allez-y, même si ce n'est pas directement votre action. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on retrouve une confiance dans nos institutions parce que c'est le socle aujourd'hui de notre société. C'est-à-dire que la justice est souvent marginalisée, il faut qu'elle revienne au centre et au cœur du débat, parce que c'est avec la justice, en fait, qu'on garde la confiance du contrat, alors évidemment de la sécurité, mais aussi de la prospérité, on n'en parle jamais, mais une sécurité, c'est aussi une prospérité, et c'est aussi une possibilité d'éviter le chaos et la guerre. Donc il faut investir sur la justice et il faut que l'on donne, nous, les acteurs, avec de l'éthique, de la responsabilité, on n'en a pas parlé, mais ce sont aussi deux piliers fondamentaux qu'on redonne confiance parce qu'on a des acteurs qui sont très engagés et il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Aucune raison qu'on n'y arrive pas. L'engagement, c'est aussi ce que Agora Manager Group, avec notamment ses médias et celui d'Agnews Sécurité, fait et essaye de faire avec, entre autres, cette émission Fenech Security Talk. Merci beaucoup, Béatrice, d'avoir été à nos côtés, d'avoir accepté l'invitation de Georges. Georges, ça a été encore une fois un plaisir. Merci, Jérôme, de vous intéresser à ce sujet tout précisément, tout particulièrement. Parce qu'il a fait sens et parce que à chaque fois, c'est aussi l'échange qui permet d'écouter. Et quand on écoute, on comprend mieux et souvent, on trouve des solutions. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.